Bonsoir à tous. Ce soir, je suis avec Damien. Bonsoir. Et je suis très contente d'accueillir Damien qui va nous parler de son parcours immobilier. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur parcoursimmobilier.com. Et donc, Damien, tu as un parcours immobilier assez intéressant puisque, si je ne me trompe pas, tu as commencé à investir il y a déjà pas mal d'années dans ta résidence principale. C'est ça, ouais. Avec certains challenges. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, de quoi il s'agit? Ah oui, alors moi j'ai un parcours tout à fait classique, c'est-à-dire j'ai le parcours, je vais dire papa-maman, c'est-à-dire voilà, études, CDI, grande société et résidence principale. Par rapport à ça, j'ai pas acheté ma résidence principale avec un état d'esprit d'investisseur, je l'ai acheté avec un état d'esprit de je finirai mon prêt dans 20 ans et au moins j'aurai plus de prêt sur ma résidence principale et j'aurai réussi ma vie. Du coup, j'ai fait ça, il n'y a pas de problème. J'ai acheté dans une ville qui est assez chère. Moi, j'habite en Île-de-France, très proche Paris. Donc, j'avais hésité entre la location et l'achat. Bon, j'ai acheté. On est passé en commission à l'époque. J'étais endetté à 39%. Et du coup, c'est quand même un fort taux d'endettement. Ouais, mais comme j'avais une profession où je pense que les banques voyaient une progression salariale possible avec ma femme. Du coup, ils nous ont eu la confiance des banques. Voilà, alors on a eu la confiance. Ça a dû passer en commission, mais on était bon, quoi, on va dire, c'était passé. Donc ça c'était cool et j'étais assez fier de moi. J'avais réussi mon opération, c'était bien. Et voilà, pendant quelques années c'était cool. Je payais énormément de charges de copropriété, mais pour moi c'était normal. C'est pas un truc qui était on va pas regarder si on paye beaucoup de charges de copro. J'étais pas dans cette logique-là. Tu étais vraiment dans un état d'esprit où la vie est comme ça, où voilà, la vie est comme paye ça. son loyer ou son remboursement d'emprunt. Et puis, à la fin du prêt, on a réussi parce qu'on n'a plus de crédit sur sa résidence principale, point barre. Mais alors, qu'est-ce qui t'a fait changer? Parce que ce qui a fait changer, c'est que du coup, c'était un 2 pièces. Et j'ai eu un premier enfant dedans. Du coup, ça allait encore. On lui a laissé notre chambre, mais moi ça me gênait pas plus que ça. Et ensuite, on a voulu avoir un deuxième enfant. Donc c'était un peu petit, quoi. Et là, ça commençait à être petit. Et du coup, prise de conscience de se dire en fait que tu crois que tu es meilleur que tout le monde, tu n'as pas besoin de conseils. Parce que moi, je faisais tout seul. Et tu te rends compte qu'en fait, tu es bloqué, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas acheter plus grand. Enfin, je pouvais acheter 5 mètres carrés plus grand, donc honnêtement, c'était pas très intéressant. Et je voulais pas partir de cette ville-là, je voulais pas aller en location, donc j'étais bloqué. Donc, pas mal de barrières voilà, finalement pour pouvoir vraiment aller au-delà pour faire un deuxième enfant. Et du coup, j'ai commencé là à me former, à regarder vraiment des gens, des vraies personnes, des vrais investisseurs. Parce qu'avant en fait, ce que je faisais, et je pense que peut-être que tu le faisais ou peut-être que toi tu le faisais en face, c'est écouter tout le monde, quoi. Écouter la machine à café, écouter les repas de famille, écouter toutes les personnes en fait qui n'ont jamais investi, quoi. Je prends un peu l'exemple du sélectionneur de foot, tu sais. En France, au moment de la Coupe du Monde, tu as 20 millions de sélectionneurs, quoi. Mais tu n'en as aucun qui s'est tapé dans un ballon, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me trompais peut-être en faisant ça, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux personnes qui réellement étaient des investisseurs à succès. Donc là, tout de suite, tu as découvert peut-être certaines personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné des idées en fait. Des idées surtout qui m'ont fait apprendre qu'une bonne affaire, il y avait plusieurs choses pour faire une bonne affaire. Et ce que je dis souvent, c'est la première, c'est se la créer à l'achat. Donc moi, c'était mort, j'avais acheté cher. C'est sûr. Ensuite, c'était résoudre un problème. Moi, j'étais le propriétaire principal, donc je n'avais pas forcément vraiment besoin de résoudre. Et le troisième, c'était faire des travaux pour optimiser le bien. Ton patrimoine. Et l'aménagement intérieur. Donc du coup, ce qu'on a fait avec ma femme qui a des fortes compétences en aménagement intérieur, en décoration intérieure, c'est qu'on a mis sur plan notre appartement et en fait on a simulé de tout casser. Donc on a tout cassé, on a transformé notre 2 pièces en 3 pièces, on a même gagné 1 mètre carré au passage. C'est courageux quand même. Alors c'est courageux parce que… C'était un pari en fait ou vous aviez aussi un architecte qui vous a… Non, on a fait tout ça, on avait les plans d'architecte, en fait c'est ma femme qui les a fait, qui est montée en compétence là-dessus. Et du coup on a pris un entrepreneur et on a fait en tout 20 000 € travaux plus mobilier compris.
On est parti de chez nous pendant quelques mois, effectivement. Et ensuite, du coup, on avait fait estimer notre appartement avant les travaux. Et on a fait estimer notre appartement après les travaux et on a pris 100 000 euros Ah oui, quand même. grâce aux travaux. Donc, tu investis 20 000 pour récupérer 100 000. c'est ça. Parce Donc, que vous aviez l'intention en fait, de faire ces travaux vraiment pour revendre ou bien alors, la troisième pièce, c'était pour on avait l'enfant, peut-être l'intention de pouvoir soit revendre, soit rester dedans avec un enfant, sachant que ça ne pouvait pas durer très longtemps. Et puis, on a eu une opportunité derrière de trouver autre chose assez intéressant. Du coup, on a revendu très vite et on a empoché du coup, cette plus-value puisqu'on a acheté, pour dire les chiffres, à 250 000 euros. D'accord. C'était estimé 300 000 euros avant les travaux puisque ça avait pris 50 000 euros avec quelques années, voilà, avec l'augmentation classique. Et puis avec les travaux, on a vendu un peu plus de 400 000 euros. Et, donc c'est quand même une belle opération finalement. Alors, au final. Vous avez été logé en plus toutes ces années. Hein. C'est ça. Donc, alors c'est comme si on avait été logé gratuitement et en plus on avait pris plus la plus-value. Plus la plus-value. Et ça m'a surtout fait prendre deux choses importantes. La première qui est que au final, tout seul, je m'étais planté, tout simplement. Ouais. Si tu prends un peu d'orgueil, finalement. En fait, il faut arrêter. D'accord. Ce que je dis souvent, j'adore mes parents, par exemple. Mais en fait, il y a des choses où ils sont bienveillants pour toi, mais c'est pas forcément les premières personnes à écouter. D'accord. C'est pas des investisseurs. Donc, ils vont te donner un schéma qui est pas forcément le schéma idéal. C'est ça. Je viens d'une famille où mes parents sont pas propriétaires, où c'est pas des investisseurs. Je suis pas né avec un compte en banque rempli à la base, comme sûrement toi, comme la plupart des gens. On peut aussi progresser même en démarrant avec un compte en banque à zéro rempli et puis sans forcément avoir des métiers non plus absolument extraordinaires qui sont tout de suite très très rentables. Hein. C'est ça. Par contre, c'était ton cas. C'était mon cas, mais le plus important, c'est que j'ai compris qu'il fallait aller chercher l'information auprès de personnes justes qui savaient faire, ça c'est un. Et le deux, je me suis rendu compte que l'immobilier c'était méga cool. Ouais. Parce que j'ai calculé combien de temps ça m'aurait pris avec mon salaire de faire la même plus-value nette d'impôts. Sachant que la plus-value dont je parle, comme c'est sur résidence principale, elle était juste nette d'impôts. Bien sûr. Donc en faisant ça, je me suis dit, c'est ça. Donc je me suis dit, l'immobilier c'est cool et là ça m'a fait déclencher le fait de commencer mes investissements dans l'immobilier. De manière beaucoup plus sérieuse, méthodique peut-être et avec une envie de faire levier en fait sur les biens. Avec le fait de profiter de l'effet de levier. Alors moi j'ai une grande expérience du système bancaire, donc le système bancaire je le connaissais déjà. D'accord. Mais là on va dire une découverte pour toi. Voilà, je l'ai optimisé en mode investisseur et après de toutes les formations, les séminaires et les vidéos que j'ai pu voir, c'était les règles de base pour avoir des appartements, des investissements rentables. Après moi je voulais investir proche de chez moi au début, donc vu où j'habite, autant dire que c'est compliqué. C'est sûr qu'en région parisienne, c'est pas toujours l'endroit le plus bon marché, quoi, finalement, le meilleur marché. Mais j'ai réussi à faire de croissance. Alors j'ai réussi à faire mon premier investissement à 800 mètres de chez moi, dans une maison divisée en deux, qui dégage un petit cash flow et qui en même temps, ce que je dis souvent aux gens qui veulent faire investir au compteur, pendant que je dors, je sais que ça prend quelques euros de la valeur. Donc un petit cash flow, ça veut dire que tous les mois, en fait, grâce à cet investissement, j'imagine que tu as sans doute un emprunt dessus. Hein. Donc tu sors quand même de l'argent tous les mois. Tu sors aussi tout ce qui est charges. Bref, tu as un certain nombre d'éléments qui pèsent sur ton budget. Et malgré tout, cash flow, donc tu peux nous expliquer le cash flow, de quoi il s'agit exactement? En fait, que certaines personnes ont besoin de savoir ça. Le cash flow, c'est en français l'excédent de trésorerie. C'est-à-dire que tu prends ce qui rentre, moins tout ce qui sort, et pas juste le loyer, mais tout ce qui sort, et si imposition compris, et s'il te reste quelque chose, on appelle ça l'excédent de trésorerie. D'accord, donc toi dans ton cas, tu as un excédent de trésorerie sur ces 2 appartements que tu achètes à l'époque. C'est ça. Et donc, quel effet ça a alors? Ça a l'effet de se dire que c'est un peu marrant et que tu as envie de continuer. Du coup, tu continues à en chercher d'autres. Du coup, tu mets le doigt dans l'engrenage et tu continues. Quoi. Tu mets le doigt dans l'engrenage, tu continues. Et du coup, j'ai continué. Alors, l'avantage de la première maison qui était divisée en 2, c'est que les 2 studios étaient loués.
Du coup, pas de gestion de travaux, locataire qui était en place. D'accord, tout de suite, ça démarrait donc ça démarre tout de sans suite. beaucoup de problématiques pour toi. Voilà, sans réellement de problématiques. Il y aura des travaux à faire à l'avenir parce que j'ai pas pu les faire quand j'ai acheté. Mais voilà, c'est des zones assez tendues où tu trouves des locataires facilement. Ouais, okay. Donc ça, c'est cool. Et du coup, j'ai continué à investir. Et là, j'ai un peu réutilisé mon expérience de ma résidence principale pour optimiser le nouvel investissement grâce à des travaux. D'accord, ok. Avec un ratio travaux, augmentation de loyer par rapport à ces travaux-là. Et puis, j'ai continué à investir encore. Donc, alors aujourd'hui, tu en es à combien d'appartements? Donc aujourd'hui, j'ai 5 apparts et je suis en compromis sur un 6e. Sachant que voilà, c'est des appartements. Alors les lots, ça ne veut pas dire grand chose parce que par exemple, ce que je te dis là représente environ 1,5 million. D'accord, oui, voilà. Ça fait parce un que, joli patrimoine en relativement peu de temps. Quand tu achètes dans des zones assez chères, et le lot est cher et du coup tu montes assez vite en patrimoine. Après l'intérêt c'est de se diversifier. Aujourd'hui j'ai des gens qui travaillent pour moi pour chercher des appartements dans des endroits que je connais moins, mais qui vont me permettre d'avoir des bonnes affaires des bonnes affaires et une meilleure rentabilité peut-être que par exemple en Ile-de-France. Très bien. Et alors Damien, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes futurs projets? Alors tu es sur un compromis, est-ce que tu as d'autres choses en vue dans le domaine toujours d'acheter ou de faire des travaux? Alors là-dessus, j'ai un projet d'agrandissement de résidence principale. Tu l'auras compris, toujours potentiel achat-revente. Et le petit voilà, toujours pas forcément un troisième enfant, mais un troisième RP qui pourrait se profiler à l'horizon, c'est ça? Ça c'est en parallèle. Et c'est un bon moyen de faire fructifier finalement ce que tu as déjà. C'est ça, sans pression, c'est-à-dire tu profites, tu vis dans ta maison, ton appartement, et ensuite tu récupères une grosse plus-value parce que tu as donné de la valeur à quelque chose. Et puis tu récupères un gros billet, quoi. Un gros billet pour d'autres projets. Pour d'autres projets. Et en parallèle, donc, je suis à la recherche d'un immeuble. Il y a un immeuble qui m'est passé, où je suis passé à côté pour des petits problèmes de bac chiche. Ah bon, donc ça marche aussi. J'ai pas fait le bac chiche, mais il y en a qui l'ont fait. D'accord, ouais, ok. Donc, malheureusement, c'est une affaire que tu convoitais. Et où je suis passé à côté, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Donc là, je recherche encore des appartements et des immeubles. Donc j'ai des personnes qui recherchent pour… Bref, tu t'arrêtes pas là, quoi. Non, je m'arrête pas là sur l'investissement immobilier parce que ce qui est très important quand tu fais un projet, c'est construire toujours le fait, ce que je dis souvent, que si jamais tu viens de signer et que tu as une super affaire, pouvoir encore la signer. Donc toujours avoir 1 ou 2 coups d'avance quand tu fais une opération. Et alors pour ça, justement, puisque au début de ton expérience, tu avais été limité par ta capacité d'emprunt finalement, est-ce que là, tu es dans une situation où si tu trouves un immeuble la semaine prochaine, même à des prix élevés, tu es en mesure de réinvestir? Tu as des arguments pour la banque? Et comment tu envisages en fait l'aspect financement finalement? En fait, l'aspect financement, quand tu remets les choses dans le bon ordre et que tu achètes, parce que j'ai racheté une résidence principale, mais que tu l'achètes avec une stratégie d'investisseur qui fait que tu as une capacité d'emprunt qui n'est pas limitée sur ta résidence principale et que tu as des investissements locatifs qui sont largement autofinancés et qui rapportent de l'argent, d'un coup, le banquier change de regard par rapport à toi. D'accord. Tout simplement. Tu rentres dans un système finalement, une logique business en fait, c'est ça. Où tu investis, tu t'endettes, ça rapporte de l'argent par contre tous les mois, même si tu as tes charges, tes impôts, etc. à payer, ça te rapporte de l'argent. Ça rassure le banquier, finalement c'est le métier du banquier aussi de faire tourner l'argent. Et ça te permet de convaincre en fait pour un futur investissement. C'est ça. Après potentiellement un jour tu peux être bloqué avec une banque, et c'est ce que je dis souvent, c'est que tu passes à une autre banque, quoi. Bien sûr. Ok, c'est la loi de la concurrence également. J'imagine que tu n'hésites pas à t'adresser à ta banque principale. Peut-être que tu as un banquier d'ailleurs favori ou avec une relation particulière. En tout cas, moi, c'était mon cas en fait, de vraiment créer un lien et puis de parler business tout simplement à mon banquier. Il n'est pas là juste pour prendre des agios ou pour être sévère avec moi. Donc voilà, tu peux avoir un partenaire, mais tu ne t'empêches pas d'aller voir d'autres banques Alors après, moi, mettre en concurrence. Moi c'est particulier parce que comme à côté, du coup, j'aide des investisseurs du coup, à faire des investissements rentables. J'ai un partenariat avec un courtier
Du coup, j'ai ma banque principale et j'ai aussi un partenariat, un courtier principal, je vais dire. Donc ensuite, voilà, c'est toujours le même truc de se créer son réseau. Son petit réseau. Et du coup, pour la banque, j'ai pas trop de soucis pour aller voir. Parce qu'attention, aller faire le tour des banques, c'est beau, c'est un beau fantasme, mais c'est super chronophage, quoi. Donc pour aller économiser 5 € par mois. D'où l'intérêt du courtier. Hein. Voilà l'intérêt du courtier. Et c'est comme voilà, ce courtier, j'envoie les membres de mes formations à ce courtier-là. Moi, voilà, j'ai une relation particulière avec lui. D'accord, et ça fait aussi du volume sans doute. Enfin, en tout cas, c'est une manière, comme tu disais, de t'entourer d'un certain nombre de personnes qui vont t'aider à aller plus vite ou mieux. Enfin, après, choisir aussi des gens dont c'est le métier. C'est ça, et ils vont m'aider à aller droit au but et surtout, ils savent qu'ils parlent à des investisseurs. Moi, pourquoi j'ai fait un partenariat avec un courtier pour les membres de mes formations, c'est que je veux que les gens que j'envoie à ce courtier ne soient pas traités comme un primo-accédant ou un acheteur de résidence principale. Parce que finalement, c'est peut-être aussi la difficulté pour les personnes qui débutent, hein, d'être peut-être également tout simplement un peu intimidées et de s'adresser avec trop de modestie aux banquiers qui ne prendraient pas la personne au sérieux et du coup c'est beaucoup plus long, c'est plus difficile les négociations. Il y a ça et il y a aussi le fait de ne pas oser poser des questions. Tout se négocie, si c'est fait de manière habile, subtile. Après il y a des batailles à gagner et d'autres qui sont moins importantes. Et en fait en 10 minutes de négociation avec un banquier, tu peux économiser des dizaines de milliers d'euros. Ce qui est quand même conséquent. Et l'avantage d'avoir un partenaire courtier, voilà, un partenaire courtier, ça fait que je sais que les gens que j'envoie chez ce partenaire-là, ils n'ont pas besoin de négocier grand-chose parce qu'en fait, les questions vont arriver toutes seules. La porte est déjà ouverte et il y a un certain accueil. Tout à fait. Damien, écoute, merci. Est-ce que pour finir, tu aurais une recommandation ou peut-être un regret exprimé qui permettrait à nos auditeurs tout simplement d'aller un peu plus droit au but et de ne pas refaire des erreurs que tu pourrais éviter? Tout simplement, ne pas éviter de se former. Aujourd'hui, tu as deux possibilités. Tu te débrouilles tout seul à te former, à apprendre dans des livres, à regarder des chaînes YouTube. Ça va juste être beaucoup plus long parce que tu vas devoir fouiller par toi-même, mais tu peux le faire. Aujourd'hui, c'est tout à fait réalisable. Tu vas trouver plein de choses intéressantes et pertinentes sur Internet où tu suis quelqu'un et tu prends une formation. Alors moi, je suis pas trop pour la formation en ligne classique, je suis plutôt pour de l'accompagnement en mode club privé. Mais tu suis quelqu'un, une ou deux personnes maximum, et pas 25 personnes, et tu te focuses sur une stratégie particulière. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire ce que moi j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire rester dans ton coin en autarcie. Parce que même si psychologiquement tu ne veux pas mettre d'argent dans une formation, ce que je peux comprendre, j'étais comme toi il y a quelques années, tu verras avec le temps que ça peut avoir un retour sur investissement énorme. En tout cas, même si tu ne veux pas mettre d'argent par exemple dans une formation ou dans un accompagnement, rien que ce que tu peux trouver sur les chaînes YouTube ou sur les différents livres pour quelques dizaines d'euros, rien que par rapport à ça, tu n'as pas le droit de ne pas te former et t'inspirer de personnes qui sont passées à l'action. Donc en fait, hein, ta recommandation, c'est vraiment se former, s'informer et apprendre en fait des autres et profiter de l'expérience des autres en fait. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? C'est ça, oui. Internet a des vertus magnifiques et il faut en profiter et tu remercieras. Moi, je remercie. Et après, hein, dans toutes les formations que j'ai fait, en tout cas, je remercie à chaque fois le formateur. Et là, dernièrement, j'ai croisé un formateur en séminaire et je lui ai dit ta formation, elle n'est pas assez chère. Augmente le prix de ta formation. Ça, c'est quand même un comble. Mais bon, donc merci beaucoup Damien. C'est vrai que c'est un bon conseil, se former hein, et ne pas hésiter à sortir finalement de son trou et éviter de rester seul face à ces questions ou ces envies et y aller quoi. Tout à fait. Merci à toi. Merci beaucoup Damien. Je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt tout le monde. Ciao.